Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la MotoGP, le débrief, du Grand Prix de Grande-Bretagne. Du côté de Silverstone, on va revenir sur le bilan des Bleus, top flop comme d'habitude. Du côté de la Formule 1, il y aura un débrief de mi-saison qui aura lieu juste avant la reprise. Donc dans encore 2 semaines, enfin une dizaine de jours, voilà comment on se débrouillera du côté de la Formule 1, où on reviendra un petit peu sur France, Hongrie, mais aussi sur le début de saison et sur les perspectives pour la dernière partie de saison, parce qu'on entre voilà, sur la deuxième, plutôt sur la deuxième même que la dernière partie de saison, parce que vu que les saisons de Formule 1 maintenant font plus de 20 courses, c'est vrai que quand on arrive à la 12e, 13e course, on est encore loin de la fin de saison. Et bon, on va revenir sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a déçu, qui vous a plu pendant ce week-end. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous allez peut-être entendre le bruit d'un petit volet, tout simplement parce qu'il est fermé, parce que le soleil tape trop fort en ce moment. Donc ça nique un peu l'image, ce qui fait que j'ai décidé d'entrebâiller les volets. Mais comme il y a un peu de vent, et vous entendez un bruit de métal un petit peu qui crisse, donc c'est un petit peu désagréable, je pense. Mais je peux pas faire autrement. Et puis j'enregistre fenêtre ouverte. Autant ce matin j'ai fait fenêtre fermée, mais là il commence à faire un petit peu chaud pour faire fenêtre fermée. Bon, ce Grand Prix de Grande-Bretagne, déjà sur un magnifique circuit, hein, Silverstone, ça reste une belle piste, même en moto. Je sais qu'il y en a certains qui sont pas fans de Silverstone en moto. Ça reste quand même une piste difficile. Alors peut-être moins impressionnante qu'en voiture. Ça, c'est vrai que je le conçois, mais ça reste une piste vraiment assez intéressante, voilà, avec des possibilités de dépassement. On a vu des super courses à Silverstone. Moi, je me souviens encore de cette bagarre avec Alex Rins qui dépasse, c'était Marquez dans le dernier virage de ce Grand Prix. C'est vraiment une piste assez formidable et moi j'adore ces pistes. Alors pas trop à l'ancienne parce que Silverstone, certains disent c'est une piste à l'ancienne. Non, Silverstone, vu le nombre de fois où ça a été modifié au niveau des virages, c'est plus vraiment à l'ancienne, mais ça reste une piste, une vraie piste de sport mécanique, pas comme le Paul Ricard qui est un parking. On a vu une belle fin de course avec Vignales qui nous a animé cette fin de week-end. On a eu en fait un week-end intéressant, même s'il n'était pas top pour les Bleus. C'est vrai que si vous êtes chauvin, vous avez peut-être passé un mauvais week-end. Enfin, surtout un mauvais dimanche, même. Plus qu'un mauvais week-end. Mais sinon, c'est un week-end qui était très intéressant avec des soucis au niveau des pneus, au niveau de la température dans les pneus. Il fallait bien gérer son Grand Prix. Vignales a fait une très bonne gestion de Grand Prix. Banaya aussi, parce qu'il a commencé aussi un petit peu piano-piano, alors que d'autres ont eu des fins de course un petit peu compliquées. Je pense au Suzuki. Je pense à d'autres équipes. Bon, Honda était toujours à la rue. Ça, c'est quand même un peu une catastrophe, mais on reviendra là-dessus quand on parlera des bonnets d'âne. Et puis voilà. Je trouve aussi que c'est un petit peu dommageable qu'on change les stands pour l'année prochaine. C'est-à-dire que la ligne d'arrivée ne sera plus la même. On prendra la ligne d'arrivée de la Formule 1. Actuellement, ça permettait d'avoir encore accès à ces anciens stands. Bon, c'était un choix de la MotoGP de changer le lieu de départ. Malgré tout, ça ne veut pas dire que ça sera plus facile pour les pilotes moto parce que le premier virage sera toujours difficile. On a déjà eu pas mal d'accidents dans le premier virage du côté de Silverstone, même avec cette autre ligne de départ, même du côté des nouveaux stands. On va parler également de la pénalité de Fabio. Fabio qui a été pénalisé d'un long lap pendant le Grand Prix car il a fait des essais non autorisés sur une machine non autorisée et la Dorma a décidé de sanctionner assez fortement. Je trouve que la pénalité est un petit peu trop importante à mon goût. J'aurais préféré plutôt qu'on lui enlève 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes de séance d'essai. Ce qui avait été le cas en plus les précédentes fois, on n'avait pas mis... Je me souviens quand certains, Quartararo l'a déjà fait, mais d'autres l'ont déjà fait aussi, de faire des essais non autorisés, on enlevait du temps d'essai libre. Là, un long lap, on sait que c'est quand même très handicapant pour la course, le long lap. Et encore, à Silverstone, c'est qu'une seconde 6. Sur d'autres pistes, c'est plus de 3 secondes. C'est quand même une pénalité handicapante. Et pour moi, c'est une pénalité de course. C'est pas une pénalité... Là, l'erreur qu'il a faite n'était pas pendant le Grand Prix, c'était avant. C'était pas une erreur pendant le week-end. Pour moi, un long lap, ça doit être une erreur pendant le week-end.
soit parce que tu as eu un comportement inapproprié pendant le week-end, soit parce que tu fais une erreur en course, tu dépasses les limites de la piste ou plein d'autres choses. Mais là, c'est une erreur qu'il a fait avant le week-end. C'est comme en Formule 1, quand vous avez les pénalités moteurs, elles sont toujours très terribles pour les pilotes, mais même une pénalité sur la grille aurait été moins problématique pour moi. Là, le long lap, c'est quand même un truc très chiant en course. Et en plus, c'est pas facile à comprendre pour le grand public pourquoi on lui met un long lap. Alors que bon, si on lui enlève 20 minutes sur les essais, les gens comprennent que c'est parce qu'il a fait des essais qui étaient non autorisés. Et là, c'est un peu plus dur à comprendre pourquoi il a un long lap, pareil que Miller sur certaines courses. Alors que Miller, c'est parce qu'il est trop agressif, alors que Fabio Quartararo n'est pas trop agressif. Donc je trouve qu'en plus, sa pénalité est difficilement explicable, surtout pour un public peut-être pas forcément toujours connaisseur. Même si du côté de la MotoGP, on n'a pas encore l'effet Drive to Survive, comme du côté de la Formule 1. Du côté de la note de ce Grand Prix, j'ai décidé de mettre 15 sur 20. Pourquoi ? Une belle fin de course avec Viñales, des belles bagarres en piste. J'ai passé un bon moment. J'ai regardé ce Grand Prix lundi soir, lundi entre 19h et 20h, pour tout vous dire. J'ai passé un bon moment sur une piste qui est toujours spectaculaire. Un podium surprenant, des variations de performance également qui étaient surprenantes. Il fallait vraiment bien... Il y avait vraiment une question de gestion de course à avoir pendant ce Grand Prix. Peut-être plus que sur d'autres pistes. Vraiment, il fallait bien gérer les pneus, la température des pneus, ne pas se mettre dans le rouge. C'était vraiment une des clés pour faire un très très bon dimanche. Et les Français ont eu un petit peu plus de mal à ce niveau-là. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Comme je vous le disais, un dimanche compliqué pour les Bleus, mais le week-end n'est pas à jeter pour les Bleus entièrement. Je commence avec Johann Zarco. C'est dommage pour Johann car il réalise la pole position. C'était presque le week-end parfait jusqu'à la course. C'est-à-dire qu'il fait un week-end vraiment excellent, Johann Zarco, jusqu'au départ de la course, presque. Et puis même les premiers tours de course étaient très très bons pour Johann. Pole position, vraiment où il est au top. Il fait un très bon départ en plus du Grand Prix, et puis il tombe au bout de 5 tours de course. Et c'est une chute qui fait mal mentalement parce que il se voyait gagner ce week-end. Et c'est pas la première fois où il se retrouve dans une position très favorable pour la gagne et où il fait une erreur et où il tombe, où il rate, il a un mauvais rythme, où il fait une erreur. C'est pas la première fois que ça lui arrive, ce qui semble pourtant surprenant parce que c'est un pilote qui a remporté 2 titres Moto2, donc c'est un pilote qui sait gérer un championnat, qui sait gérer des courses, qui sait avoir la pression en Grand Prix, qui a mené des Grands Prix presque de bout en bout en Moto2. Et en MotoGP, quand il se retrouve dans cette position-là favorable, t'as l'impression qu'il y a tout qui se dérègle chez Johann Zarco. C'est assez extraordinaire et c'est frustrant parce que on le sait, une victoire, ça changera énormément de choses pour Johann. Le jour où il gagne sa première course, il change vraiment de statut. Mais aujourd'hui, il n'y arrive pas. Et j'ai l'impression que, comme disent les Américains, il y a un peu les hips. C'est-à-dire qu'il se met, je sais pas, trop de pression, ou il veut tellement trop bien faire qu'il commet une erreur. Mais c'est pas la première fois qu'il est dans cette situation-là. Je me souviens de Portimao aussi, où il se retrouve en tête du Grand Prix et bam, il tombe de chute de l'avant. Là, en plus, elle fait mal celle-là. Hein. Elle fait mal, elle cogne. Elle cogne, et puis au championnat, il aurait pu remonter un petit peu au classement. Donc là aussi, ça fait un peu mal, parce que Bastianini est maintenant 4e, alors qu'il pouvait prendre la 4e place, il peut revenir un petit peu sur le 3e. Donc voilà, c'est vraiment pas idéal pour Johann. Et oui, c'est décevant, parce que le week-end était tellement bien, tellement parfait, que tu te dis, on est passé quand même pas loin d'un bon truc. Malgré tout, du côté de Johann Zarco, il y a des choses satisfaisantes. Il l'a dit, j'ai compris quelque chose sur cette moto ce week-end. C'est-à-dire que s'il arrive à remettre ça en place du côté de l'Autriche, ça sera un pilote solide. Mais est-ce qu'il arrivera à le faire en Autriche ou à Saint-Marin ? Ça, c'est la grande question. Mais c'est dommage parce que vraiment le week-end était presque parfait. Et cette chute-là, elle fait mal mentalement. Il va falloir se remobiliser pour Johann Zarco.
Mais le week-end était parfait. En plus, il bat son record sur la piste assez largement. Enfin voilà, tout était en place pour faire un bon week-end. Et bah, au final, ça ne s'est pas produit. Donc c'est ça qui est un petit peu triste pour Johan Zarco. On poursuit avec Fabio Quartararo. Donc week-end qui commençait mal avec cette pénalité de long lap. Après, il l'avait dit, le long lap, il avait une stratégie, je le prends le plus tard possible. Mais après le long lap, il a une petite baisse de performance qui n'est pas si énorme que ça quand il dit bon, je pense que mon pneu a surchauffé pendant le long lap. Je suis pas sûr que ça soit vraiment le long lap le responsable de cette 8e place pour Fabio Quartararo. J'ai l'impression que c'est surtout qu'il a un peu tapé trop fort en début de course en voulant suivre Johan Zarco, alors que Johan Zarco avait déjà un bon rythme en début de course. Et après, il s'est retrouvé dans le long lap, dans les échappements de la Ducati. Peut-être que ça a fait chauffer encore le pneu, parce qu'on sait que les échappements, ça rejette de la chaleur, bien entendu, qui peuvent faire chauffer les pneus. Mais c'est surtout en fin de course qu'il a souffert. C'est vraiment sur les 6-7 derniers tours, où là, ça a été sur le dernier tiers, où ça a été très compliqué pour Fabio, qui n'avait plus du tout de rythme. Et c'est là où sa course, d'une course où il sauvait bien les meubles, avec une 4e, 5e place, devient une course un peu moins intéressante avec une 8e place. Il l'a dit sur les 2 derniers Grands Prix, j'ai perdu 40 points sur Bagnaia, c'est vraiment inquiétant de redonner de la confiance comme ça à Bagnaia. Et puis même Aleix Espargaro qui pourtant tombe, normalement aurait dû avoir un week-end catastrophique par rapport à Fabio, ne part que très peu de points par rapport à Fabio, il est 9e. Aleix Espargaro qui a une fracture, il a roulé avec une fracture de la cheville pendant du talon pendant tout le week-end, depuis sa chute en FP4. Donc grosse performance quand même d'Espargaro. Et du côté de Fabio Quartararo, c'est pas un bon week-end. Et comme chez Yamaha, c'est le seul qui tient la baraque, il peut pas se dire bon, j'ai passé un mauvais week-end, mais Dovizioso vont m'aider. Non, il n'y a pas ça. Mais j'ai envie de dire que le week-end de Fabio, il avait déjà pas très bien commencé le samedi non plus. Il finit 4e de la qualif. Et on sait que Fabio, c'est en qualif où il est le meilleur. S'il est moyen en qualif, il est souvent pas bon en course. Je pense qu'il n'était pas hyper à l'aise avec sa moto pendant ce week-end. Ils ont toujours un déficit moteur, Yamaha qui devient maintenant énorme, et au niveau de l'aéro aussi. Et je pense que Silverstone est une piste où l'aéro a un intérêt, vu qu'on passe sur des courbes très rapides. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a surchauffé son pneu, c'est parce que cette R1 n'est toujours pas très dotée, pas vraiment énormément dotée d'appendices aérodynamiques, et que ça joue également sur la performance de la machine. Donc dommage pour Fabio Quartararo avec un week-end qui a été difficile, 8e place, mais qui ne le satisfait pas, et on peut le comprendre. Et puis on termine avec KTM Tech 3, week-end encore difficile pour Tech 3 du côté de chez KTM. On part loin déjà sur la grille, avec Rémi Gardner 16e, Raoul Fernandez 22e, ça c'est déjà pas top. Et puis après, en course, on est un petit peu en difficulté. C'est dommage, c'est parce que dans l'équipe 1 KTM, on a l'impression que ça marche un peu mieux, notamment avec Miguel Oliveira, qui est un petit peu mieux en termes de performance, mais du côté de l'équipe 2 de KTM, c'est difficile. Et puis les deux se savent sur la sellette maintenant. Gardner et Raoul Fernandez, on sait que on va faire monter, on va rapatrier Paul Espargaro certainement chez Tech 3. C'est sûr que Raoul Fernandez, je pense peut-être même encore plus que Rémi Gardner, se sait sur la sellette. Et forcément, quand vous avez 2 pilotes qui sont sous pression, c'est pas facile pour travailler dans des bonnes conditions, pour travailler avec de la sérénité. Or, quand tu as une moto qui n'est pas parfaite, il faut de la sérénité dans une équipe. Et c'est ce que n'a pas forcément Tech 3, mais ce que n'a pas Tech 3 quasiment depuis le début de saison, parce que les deux savaient que pour 2023, il fallait qu'ils fassent leurs preuves. Et ça a été le souci pour Raoul Fernandez et Gardner. C'est vrai que Raoul Fernandez ce week-end, il est quand même à 1 seconde de Gardner en qualif, 8 dixièmes. Et en course, c'est pas beaucoup mieux. Il finit 21e, il finit à 11 secondes de Rémi Gardner, c'est-à-dire 5 dixièmes au tour. 11 secondes.
vu que c'était une course de 20 tours. Donc ça fait beaucoup aussi pour Raúl Fernandez. Il n'y a que Di Gianantonio qui a été derrière, avec la Ducati, qui a été en difficulté un peu tout le week-end, Di Gianantonio. Il est derrière Darryn Binder aussi, hein, quand on regarde les pilotes débutants. Il est 4e, 5e des débutants, parce qu'il est derrière également Bezzecchi. Oui, 4e, pardon, derrière Bezzecchi. Donc, c'est, même au niveau des rookies, c'est pas top. Et puis, ils sont derrière Stefan Bradl, qui est pilote essayeur. Donc, c'est un week-end difficile pour l'équipe Tech 3. Mais, comme l'a dit Hervé Poncharal, on sait, grâce à l'équipe 1, que le package commence à fonctionner. Donc, faut pas qu'il désespère, faut pas qu'il se décourage. Il reste encore de nombreuses courses. Je rappelle, on est qu'au Grand Prix de Grande-Bretagne, donc il reste Autriche, Saint-Marin, Aragon, Japon, Thaïlande, Australie, Malaisie, Valence. Ça fait encore des possibilités avec ces 7 courses pour ces 8 courses, pardon, pour montrer ce qu'on sait faire. Mais il va falloir aller vite maintenant parce que les contrats pour l'année prochaine, ils vont se décider. Soit ils sont déjà décidés, soit ils vont se décider à partir de maintenant. Mais c'est dommage. Voilà pour l'équipe Tech 3, des performances un petit peu en berne ce week-end. Et ça fait depuis quelques week-ends d'affilée, on a du mal chez Tech 3. Les pilotes au top, je commence avec Francesco Banaya, Pecco Banaya. Très bon week-end de Pecco, tout simplement parce que ça commence. Ce qui est assez rare, c'est qu'il fait une qualif moyenne. 5e, bon, Pecco Banaya, on l'a vu faire mieux. Sauf qu'il est 5e à 2 dixièmes à peine de Johann Zarco. Il fait un bon départ, un bon début de course aussi. Même s'il est un peu plus en retrait de Jack Miller, il fait un bon début de course, mais sans se mettre dans le rouge. Et puis ensuite, il déroule à partir du 10e tour. C'est là où Banaya est extrêmement fort. Et c'est là où il va manger Jack Miller. Et il va manger également Alex Rins. Et ensuite, il déroule en fin de Grand Prix. Ça a été chaud avec Vignales, mais ça a été une bonne bagarre entre les deux pilotes. Donc ça s'est plutôt très très bien passé pour le pilote italien. Et voilà, c'est un bon week-end. Il reprend des points au championnat. Il redevient dangereux au championnat aussi, parce qu'il ne l'était plus vraiment. Alors certes, il y a encore 50 points. Vous allez me dire 49 points, c'est encore beaucoup. Oui, mais c'est beaucoup moins qu'il y a 2 courses. Il y a 40 points de repris. Il y a encore 2 courses, il est à plus de 100 points. Je rappelle que l'année dernière, il fait une grosse fin de saison. C'est un pilote qui est très performant sur la fin de saison, Banaya. Il l'a fait également en Moto 2. Donc il faut faire attention parce que quand il enchaîne des très bons résultats, Banaya, c'est un pilote dangereux. Surtout, il a l'air d'être un peu plus à l'aise. Là, il fait une victoire, mais sans être dans la même situation, je dirais qu'à Misano, pas à Misano, au Mugello, où il était vraiment obligé de forcer sur sa machine. Là, je sautais beaucoup plus à l'aise sur sa moto Banaya. Et 2 victoires d'affilée, 3, même si tu retires les 2 abandons. À chaque fois qu'il termine, il gagne depuis le Grand Prix d'Espagne. Victoire en Espagne, soit il gagne, soit il abandonne, Banaya. Voilà, sur les dernières courses. Maintenant, s'il enchaîne les victoires, l'Autriche, c'est un circuit qui est favorable quand même à Ducati. Misano aussi. Donc pour Quartararo, ça va être encore 2 week-ends compliqués. 50 points, ça se reprend. S'il se retrouve à une trentaine de points à Aragon, oui, il deviendra dangereux. Il deviendra très dangereux. Et puis avec Alex Espargaro qui est là aussi à 22 points, le championnat est loin d'être joué pour Fabio. Il était dans une situation plus que favorable après l'Allemagne. Ça s'est un petit peu dégradé suite à son abandon et sa 8e place seulement lors de ce Grand Prix de Grande-Bretagne pour Fabio Quartararo. C'est un été qui pour l'instant pas excellent, alors que Banaya il fait un très bon été, et parfois quand vous faites un bon été, vous arrivez à inverser la tendance. Vous savez, c'est comme un petit peu le champion d'automne en foot. Et parfois quand on fait un bel été dans les sports mécaniques, le titre n'est jamais très loin. Vignales, premier podium avec Aprilia pour Vignales. On avait été un petit peu surpris qu'il soit renouvelé aussi vite par Aprilia, qu'il ait sa prolongation de contrat aussi rapidement, Vignales. Pas qu'il ait fait une mauvaise première partie de saison, Vignales, mais je pense qu'on avait des attentes un peu plus importantes
du côté de chez Aprilia que seulement des top 10, des top 15. Sauf que quand on regarde, il n'a que 2 résultats en dehors des points Maverick Viñales et surtout troisième, deuxième, 2 podiums d'affilée pour Maverick. Ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose sur l'Aprilia. Il sait maintenant comment faire fonctionner cette machine. Et alors, il ne peut plus jouer le titre, hein. Il est 100 points derrière Fabio. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller chercher le titre. Mais pour l'année prochaine, par contre, ça sera un pilote dangereux. S'il a compris comment marcher cette Aprilia, au niveau du développement de la machine, ça va être un pilote très dangereux. Ça sera un pilote sur lequel il faudra compter. Viñales, et surtout, il a encore fait un mauvais départ, hein, Viñales. Bon, ça a toujours été son problème, même chez Yamaha. C'est pas un pilote qui est hyper agressif. Alors, c'est pas sur la mise en action, hein, c'est pas sur le lâcher d'embrayage, c'est souvent sur le premier virage où il se fait souvent chahuter, Maverick Viñales, et où il se fait un peu déborder de toutes parts. Mais qu'est-ce qu'il a fini fort! Heureusement qu'il rate son début de Grand Prix pour Bagnaia. Sinon, Bagnaia, ça impose pas, hein. Parce que à 2 tours de l'arrivée, quand on passe sur la ligne et qu'il reste 2 tours, il a 6 dixièmes de retard. Il a quand même réussi à la fin du tour à attaquer Bagnaia. Alors certes, presque une attaque suicide, mais enfin une attaque un peu musclée, mais il a réussi à l'attaquer. C'est dire quand même le rythme qu'il avait en fin de Grand Prix. Il a été 4-5 dixièmes plus rapide que tout le monde. Donc c'est impressionnant. Pour Viñales, on sait qu'il aime Mizano. Par exemple, est-ce que il n'arrivera pas à prendre sa première victoire du côté de Saint-Marin en battant l'ennemi Ducati? Ça peut être intéressant, hein, mais il faudra faire attention. Et puis on sait qu'il y a aussi l'Australie. Aprilia a toujours été performant en Australie, hein, du côté de Phillip Island. Donc là aussi, ça va aider, surtout si les conditions climatiques sont difficiles. Et vu qu'on y va en hiver, ça risque d'être compliqué du côté de Phillip Island, surtout qu'on y va tard, hein, cette année. On y va en octobre, donc il fera pas très chaud. Du côté de l'Australie, de Phillip Island, il va y avoir encore des problèmes de sécurité, je pense, et de chutes nombreuses. Bastianini. Pourquoi Bastianini? Parce que il a fait tout le Grand Prix avec seulement une ailette au niveau de son carénage. Donc c'est quand on parle de points d'aéro de perdu, là il en a perdu énormément. Début de course qui est pas évident, et puis il finit fort. C'est de nouveau un top 5. C'est parce qu'il avait enchaîné quelques résultats un petit peu moyens depuis le Grand Prix d'Italie, avec 2 abandons et puis une 10e et une 11e place. Mais voilà, là il marque des points et puis il reste, je dirais peut-être pas foncièrement totalement au contact, mais il a 118 points, hein. C'est vrai que ça reste que 62 points de retard. 62 points de retard, c'est 3 courses. Ça veut dire qu'il a aussi pas beaucoup de points de retard, une quarantaine sur Alexei Espargaro. Donc c'est pas beaucoup, hein, pour Bastianini. Et puis toujours dans ce match de premier pilote indépendant face à Johann Zarco. Là aussi il y a match, hein, pour savoir qui sera premier pilote indépendant entre lui et Johann Zarco. Et puis pour le poste, hein, de deuxième pilote Ducati, hein, on en parle toujours, mais je rappelle que rien n'a été signé. Il est en bagarre avec Jorge Martin. Il finit là encore ce week-end devant Jorge Martin. Alors d'une place, vous allez me dire, oui, mais vu son début de course, c'est presque un miracle, hein, qu'il soit devant Jorge Martin. Ça veut dire qu'il a fait un bon Grand Prix, Coco. Donc c'est là où ça va être très dangereux. C'est un pilote, Bastiani, ça va être costaud, hein. Mais moi je le vois bien aller chez Ducati, hein, qu'on ait un duo italien chez Ducati. Déjà parce qu'en termes de marketing aussi à domicile, ça va être un avantage, hein, pour Ducati. En sachant qu'en plus vous avez Aprilia qui monte, c'est sûr que ça c'est un réel avantage. En parlant de rumeurs de transfert, on a Andrea Iannone. Andrea Iannone, elle a dit qu'il avait des pistes en MotoGP. Parce que je rappelle qu'il sera plus suspendu pour dopage à la fin de saison, Andrea Iannone. Donc on nous a dit qu'il y avait des pistes. Est-ce que c'est RNF? Parce que je suis pas sûr que beaucoup de pilotes se bousculent au portillon pour aller sur cette YAM. Est-ce que ça serait chez LCR? On verra. Et puis il a dit sinon ça sera le Superbike.
C'est un pilote qui, je rappelle, a quand même des qualités. Yannone, parfois un peu foufou, mais qui a quand même des qualités. Ça sera intéressant de voir s'il arrive à rester en MotoGP, même en Superbike. S'il va en Superbike, on va commencer à avoir un plateau de nouveau très intéressant en Superbike. Hein. C'était plus trop le cas pendant quelques temps. C'est vrai qu'on avait le Superbike qui était très fort dans les années 2000. Au début des années 2010, ça avait perdu un petit peu de sa superbe, surtout on dirait entre 2014 et 2018-2019, notamment lors de la période de domination de Kawasaki. Mais ouais, ça va de nouveau devenir intéressant de suivre le Superbike pour ceux qui en ont le temps, ce qui n'est pas mon cas en ce moment. Et Oliveira que je mets également en top. Pourquoi? Parce que une 6ème place et qu'il enchaîne les résultats dans le top 10 Miguel Oliveira. Surtout là, il fait une 6ème place, mais en ayant un peu plus de performance que lors de certains de ses top 10 précédents. C'est quand même les 5 dernières courses dans le top 10. Oui, c'est le seul avec Espargaro à être dans cette situation-là. Sachant qu'Espargaro, c'est puis le Portugal qui est dans le top 10. Donc ça montre également le beau niveau de performance de Miguel Oliveira. Puis ça montre que chez KTM, on commence à mieux comprendre cette machine. C'est dommage qu'il parte chez Ducati, mais Oliveira l'année prochaine, s'il part chez Ducati, c'est toujours un peu une énigme, où il y aura Miguel Oliveira. Ça sera un pilote intéressant. Pour Honda également. Ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup de monde au portillon. Il y aura forcément des déçus. J'espère qu'il ne fera pas partie des déçus, parce que c'est un très bon pilote. Miguel Oliveira, mais pour l'instant, il n'y a pas de la place pour tout le monde. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Honda. Ça a été catastrophique ce week-end. Voilà. L'année dernière, Paul Espargaro, il est en pôle, en première ligne sur cette piste. Cette année, il est nulle part. Et pourtant, on ne peut pas dire que la Honda de l'année dernière soit une machine de grande qualité. Donc ça montre qu'ils sont complètement perdus au niveau du développement et ne savent plus quoi faire. Parce que même quand Stéphane Bradl dit de toute manière, on sait tous que maintenant on se concentre sur la moto de 2023. Oui, mais on fait quoi pour la moto de 2023? Parce que c'est un peu ce qu'on nous a dit l'année dernière. On se concentre totalement sur 2022. Voilà ce que ça donne. Une moto qui, pour le moment, est très difficilement pilotable, qui provoque beaucoup de chutes, qui est difficile, ou qui n'est pas performante. C'est un peu une moto erratique, quand même, cette Honda. Elle ne marche pas très bien. Je vois pas en quoi ils vont réussir à faire mieux cette année. Enfin, pour l'année prochaine, pour 2023. Surtout que, comme l'a dit Paul Espargaro, maintenant il ouvre un peu sa gueule Espargaro, parce que je pense qu'il a paraphé son contrat pour l'année prochaine dans une autre équipe. Il l'a dit très clairement. Je pense que Honda ne sait même pas ce qui se passe. Il disait, je ne sais même pas si Honda a conscience du problème aujourd'hui, du niveau de problème, le niveau de situation dans lequel on est avec cette équipe. Ça a été une catastrophe ce week-end. Encore une fois, la machine n'a pas performé. Ils sont en retrait dans beaucoup de domaines. Et surtout, ils n'arrivent pas à inverser la tendance. C'est-à-dire que le week-end commence mal, ils n'arrivent pas à faire mieux. Et encore une fois, alors que l'année dernière, c'était une piste où Paul Espargaro s'en était bien sorti. Cette année, il est 15e. Donc même lui, il n'arrive pas à comprendre cette machine. Alors que ça fait depuis 1 an et demi qu'il est chez Honda. Il y a un vrai problème chez Honda. J'ai envie de dire qu'à part Marc Marquez, personne d'autre n'arrive à se servir de cette machine. Et on voit le problème. C'est inquiétant aussi pour Yamaha. Parce que quand tu vois qu'il n'y a que notre ami Fabio Quartararo qui arrive à s'en sortir, tu vois qu'au bout d'un moment, ça ne marche pas d'avoir qu'un seul pilote qui arrive à utiliser une machine. Et chez Honda, c'est totalement ça. La seule satisfaction du week-end pour Honda, c'est d'avoir remporté les 8 heures de Suzuka avec Iker Lecuona. C'est la seule satisfaction. Sauf qu'elle n'est pas en MotoGP. En MotoGP, tu ne peux pas te satisfaire de ce week-end. Ils sont encore nulle part. Ils sont derniers du classement constructeur. Enfin, c'est la honte, quoi. On parle quand même de Honda. On ne parle pas d'un petit constructeur
de MV Agusta qui se lance en MotoGP. Non, on parle de Honda. Donc être à ce niveau-là de performance en s'appelant Honda, l'accueil risque d'être difficile, surtout s'ils ont ce niveau de performance-là du côté du Japon. Ça va être compliqué. Joan Mir, on a l'impression que depuis que Suzuki a annoncé son retrait, Joan Mir, il a quand même du mal. Il n'y a eu que 3 résultats dans les points depuis le Portugal pour Joan Mir, qui pourtant était plutôt habitué à être très régulier. C'est un peu comme ça qu'il était devenu champion du monde. Une seule victoire, mais en étant toujours dans les points très réguliers, à part sur le tout début de saison en 2020. Mais comme disaient certains, j'ai vu un article de Paddock GP qui disait ça, que depuis que Suzuki a annoncé son retrait quasiment de la compétition, de la compétition circuit, que c'était difficile à la fois en MotoGP mais également en endurance, vu que Sylvain Guintoli s'est blessé à la main du côté du Japon, que c'était compliqué également pour le CERT avec Yoshimura. Alors ça sera la fin de l'engagement officiel de Suzuki, mais je pense que le CERT va continuer, mais avec moins de moyens, avec Yoshimura, et puis peut-être avec plus l'appui au niveau des pièces. Donc là aussi, il faudra voir comment ça se passera du côté du CERT lors de l'année prochaine, dans cette formation qui est quand même une des formations leader de l'endurance. Mais Suzuki a décidé d'arrêter quand même de se lancer plutôt dans la compétition client. Et on va voir ce que ça va donner. Oui, Joan Mir, début de course très rapide, et ensuite il abandonne. Alex Rins, j'ai envie de dire, lui il démarre fort et puis il finit quand même que 7ème. Car à un moment il était quand même pendant très longtemps en tête de la course. Ça a été un week-end encore difficile, mais Joan Mir plus en retrait que Rins. On sent que Rins, je sais pas, il a trouvé quelque chose sur cette Suzuki que n'a pas totalement trouvé Mir, même si dans un cas comme dans l'autre, on enchaîne quand même les abandons, ce qui n'est pas une habitude chez Suzuki. 3 abandons, plus une non-participation pour Alex Rins. Joan Mir qui est à 5 abandons, c'est énorme, 5 abandons pour Alex Rins. On voit que la moto est difficile à piloter, peut-être encore des soucis d'électronique du côté de Suzuki. Bon, maintenant, il faudra voir s'ils arrivent à trouver des solutions. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour eux en ce moment. Et puis, je termine avec Dovizioso. C'est dommage quand une légende, parce qu'on peut quand même dire, enfin, peut-être pas légende, mais c'est un grand pilote de MotoGP, quand les stars terminent un petit peu en eau de boudin. Rossi a fini un peu en eau de boudin, mais sur les dernières courses, il avait réussi à retrouver du rythme. Bon, Dovizioso, c'est pas le cas. Le comeback aura été quand même déjà de pas très longue durée, parce qu'il va s'arrêter à Misano, où il avait repris l'année dernière, je crois. Il a jamais trouvé la solution sur sa Yamaha. Il a tenté plein de choses. Il disait, moi j'ai compris comment Fabio fait, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas plus compris que moi. Pourquoi Fabio arrive à être performant et les autres n'arrivent pas à être performants. C'était pas une très bonne idée, je pense, de la part de Dovizioso, d'aller dans une équipe satellite, parce que c'est quand même très compliqué de jouer le titre quand tu es dans une équipe satellite, et surtout vu les moyens qu'a la formation Wii U à Yamaha RNF, c'est plus avec l'apport de... Avant il y avait le soutien de Petronas, ils avaient beaucoup de moyens, c'est plus du tout le cas maintenant aujourd'hui dans cette formation. Ça a été une année catastrophique. Alors il voudra, je pense, finir sur une bonne note du côté de l'Autriche et Misano, qui sont des courses qui lui ont toujours bien réussi. Bon, ensuite ça sera le retour de Karl Crutchlow pour la fin de saison. Et puis il faudra trouver un deuxième pilote chez Yamaha, mais je suis pas sûr qu'ils se soient tous ou pour la deuxième Yam, parce que bon, on sait que Morbidelli, je sais pas s'il va rester dans l'équipe officielle, mais de toute manière, je suis pas sûr qu'il y en a 150 qui veulent cette machine, vu les difficultés qu'ont eu tous les pilotes avec la Yamaha depuis quelques temps. Et pour Devi, c'est dommage parce qu'on retiendra cette saison, alors que c'est quand même un pilote qui a été 3 fois vice-champion du monde.
C'était pas forcément un gagneur, c'était un pilote qui était très régulier et il a quand même remis sur les rails Ducati à une époque où Ducati, après Rossi, était sans dessus-dessous. Après les titres de Stoner, il y a eu Rossi. Rossi, ça avait été une catastrophe. Et ensuite, avec Crutchlow aussi, ils ont remis quand même dans le droit chemin Ducati. Et si Ducati performe aujourd'hui, avec beaucoup de machines, c'est aussi grâce à Dovizioso, c'est aussi grâce à Crutchlow qu'on fait du gros travail à une époque. C'est dommage pour lui, mais je crois que très clairement, il y avait une incompatibilité entre cette machine. Et puis, moi, je l'avais dit quand même en début de saison, si Dovizioso est en difficulté, quelle sera enfin, comment il réagira? Est-ce qu'il abandonnera pas en cours de saison? Il a abandonné en cours de saison. On a compris sa manière de réagir. On passe tout de suite aux différents classements. Le classement pilote. Fabio Quartararo en tête avec 180 points. Il a donc un petit pécule, 22 points d'avance sur Alex Espargaro. On retrouve ensuite Francesco Bagnaia qui a 131 points. Bastianini Zarco 118-114 pour la bagarre pour la première place de pilote indépendant. Jack Miller 6ème devant Brad Binder, Alex Rins, Maverick Viñales et Miguel Oliveira. Premier rookie, c'est Marco Bezzecchi 13ème qui a encore marqué des points ce week-end. Marc Marquez est 14ème. Et puis on retrouve Dija, Darren Binder 20ème et 21ème. Dovizioso est 22ème. Et deux pilotes Tech 3, 23 et 24. Et puis Marc Marquez toujours 14ème. Et surtout toujours premier pilote Honda au classement du championnat du monde. Ce qui montre bien que chez Honda, c'est vraiment la loose et la catastrophe. Du côté du classement constructeur, eh bien là, c'est Ducati qui mène, qui a vraiment fait le break désormais avec 91 points d'avance sur Yamaha. Ensuite, il y a une belle bagarre entre Yamaha et Aprilia, vu que Aprilia arrive à marquer des points en étant très régulier. Et puis on retrouve ensuite KTM avec 131 points, Suzuki 110 points et Honda, mon dernier, avec seulement 88 points. Et puis on va passer au classement par équipe. C'est Aprilia qui mène avec 2 points d'avance sur Ducati. Donc le match entre équipes italiennes va être très serré. Yamaha est 3ème avec 206 points. Pramac en tête du classement des indépendants avec 195 points. Ensuite, on retrouve KTM, Suzuki, 6ème, là encore un week-end pas forcément tip-top. Gresini, 7ème. Donc voilà le match avec Pramac. Il y a quand même 60 points d'avance à l'avantage de Pramac. Et puis on retrouve ensuite l'AVR 46, Honda, LCR. Et puis Yamaha, Wivyu, RNF et Tech 3 avec seulement 14 points. Et ça fait 2 week-ends blancs d'affilée pour Tech 3. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve nous pour le Grand Prix d'Autriche entre le 19 et le 21 août. Donc un peu décalé au niveau du débrief parce qu'il y aura la Vuelta en même temps. Pour cette prochaine course de MotoGP. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.